Alors, super, je vois qu'il y a des personnes que je connais, magnifique. Donc, ce soir, pour cet événement du tarot, nous allons aborder comment être à l'origine de ce qui se joue dans l'invisible et être conscient de la magie qui s'opère en soi pour co-créer son futur. Alors, le tarot, c'est un outil divinatoire. Personnellement, en séance privée, je ne vous dirai pas votre avenir. Ma lecture du tarot est basée sur l'architecture du corps. Pour moi, le tarot, c'est le miroir de notre inconscient qui constitue en fait les références archétypales que nous portons en nous. C'est Carl Jung d'ailleurs qui l'avait évoqué en disant que le tarot constitue ces références archétypales, les schémas de notre construction intérieure. Et il se trouve que l'inconscient s'exprime par le symbolisme, par les symboles, donc comme dans nos rêves d'ailleurs. C'est notre inconscient qui parle dans nos rêves. Alors, si c'est la première fois pour certaines personnes, je veux bien que vous vous présentiez, vous mettiez dans le chat si c'est la première fois que vous suivez un événement tarot avec moi. Je sais que là, il y a pas mal de personnes qui sont déjà sur la formation en ligne du Tarot de Marseille. Je suis ravie que vous soyez là, présents ce soir. Ce qui donne en fait, c'est vrai, un caractère unique à la formation tarot en ligne, c'est que effectivement, j'utilise le tarot à partir du corps en résonance avec le corps. Et le but, c'est de réveiller le langage énergétique qui est le langage du symbolisme, le langage universel, qui est aussi le langage de notre corps. Voilà. Alors, pourquoi je vous réunis sur cet événement tarot ce soir, à l'occasion justement de ce solstice d'hiver? Dites-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe au solstice d'hiver. Dis-moi un petit peu si vous savez ça, si vous avez déjà posé la question. Vous avez donc, on sera au solstice d'hiver le 21 décembre, la semaine prochaine. Donc, notez-moi ça. Alors, je vois effectivement. Donc, Evelyne, première fois, ok, tu auras un événement tarot. Super. Noémie également, oui, première fois participation en ligne. Céline, première fois. Aurore, Dani, Christine, Elsa, ok. Alors, Elsa, la lumière qui baisse au maximum. Alors, la lumière ou le son? Euh, Là, pour moi, la lumière, elle est réglée. Je regarde au niveau de ma Wi-Fi. C'est bon pour moi. Ok. Ah oui, tu disais pour le solstice, excuse-moi, j'étais partie ailleurs. Oui, oui, bien sûr, la lumière qui baisse au maximum, c'est ça le solstice d'hiver, parce que je vois Marie-Hélène qui met c'est la nuit la plus longue, effectivement. Donc, ok, Fanny, première fois, super, merci. Donc oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe au solstice d'hiver? Alors, je vais vous partager quelques slides que j'ai préparés pour vous ce soir, et nous allons aborder ça. C'est la base en fait sur laquelle j'ai envie de m'appuyer puisqu'en fait, vous savez que notre corps résonne avec les changements de saison et donc ces solstices d'hiver et d'équinoxe sont importants justement dans le cycle énergétique de notre corps, dans le mouvement énergétique du corps. Alors donc, vous voyez mon écran, est-ce que c'est OK pour vous? Ouais, super, merci. Bien, donc qu'est-ce qui se passe au moment du solstice et des équinoxes? En fait, les solstices se produisent lorsque l'un des pôles de la Terre atteint son inclinaison maximale par rapport au Soleil. Donc là, on voit l'axe incliné donc du Soleil et donc du solstice d'hiver et du solstice d'été qui est juste en face. Donc, ça se produit 2 fois par an, une fois dans chaque hémisphère, donc solstice d'été, solstice d'hiver. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en phase d'une configuration astronomique, astrologique et aussi donc mathématique, puisque tout ça, c'est de la science. Et donc, comme le tarot, donc je vous présente ici, comme le tarot, c'est mathématique. Effectivement, dans le tarot, nous avons une suite, une structure numérique, on va dire, une structure numérique. Par exemple, ici, l'image que vous voyez, c'est le 3 x 7, c'est-à-dire que vous avez 21 cartes majeures. Et donc, ces 21 cartes majeures
se définissent par 3 fois 7, 21, c'est-à-dire vont nommer 3 plans. Le premier plan, celui qui est en bas de 1 à 7, c'est le plan de la matière. De 8 à 14, c'est le plan de l'âme. Et de 15 à 21, ce sera le plan de l'esprit. Et notre 22e carte, qui est le mat, je vais vous le présenter, ce mat. En fait, ce mat, lui, c'est une carte qui n'a pas de nombre. C'est aussi un arcane majeur, mais qui est sans nombre. En fait, le fait de ne pas avoir de nombre, ça veut dire qu'on n'a pas une place en particulier sur le chemin. Nous sommes libres de prendre le chemin que nous souhaitons. Et donc ici, ce mat nous invite à être le randonneur sur notre chemin, à être le pèlerin sur le chemin, celui qui est en quête de soi, celui qui sillonne les différentes étapes clés de sa vie. Donc l'axe du solstice d'hiver est un portail initiatique, et qui dit initiatique dit initie. Donc, initie une nouvelle saison, une nouvelle énergie, un changement de fréquence. La configuration des planètes ici annonce un événement essentiel pour les récoltes. Donc, qu'est-ce que nous montre la nature pour cette configuration du solstice d'hiver? Alors ici, c'est un plan que vous avez peut-être déjà pu observer avec moi, parce que je l'utilise de temps en temps, que ce soit dans les formations comme sur les événements tarot que je propose en ligne gratuitement. Donc, en fait, ici, nous avons les 4 phases, les 4 étapes de génération de la vie sur Terre, mais aussi de génération de la vie, du mouvement de vie dans notre corps, puisque le corps est entre terre et ciel et donc est la manifestation de ce mouvement d'énergie. Et aussi, c'est les 4 phases de génération, de création de notre futur. Voilà, je vous les mets ici, création de notre futur. Donc ici, nous pouvons voir donc les différents mouvements d'énergie au rythme des saisons. Donc en été, on voit une étape de floraison, et c'est l'étape où nous sommes en solstice d'été, où la lumière, le jour le plus long de l'année, se trouve en été. Et c'est là où nous sommes en pleine lumière. Nous avons accès à la floraison de toutes les semences, de toutes les intentions, de tous les choix que nous avons mis en intention dans notre vie. Et ces intentions donc, sont en pleine lumière en été, et c'est aussi la pleine lumière sur notre vie. C'est-à-dire c'est le moment de l'année où on peut voir avec beaucoup de clarté où est-ce que j'en suis dans ma santé physique, où est-ce que j'en suis dans ma joie, où est-ce que j'en suis dans mon épanouissement de vie et dans les différents domaines de ma vie, dans mes relations, dans mon activité, etc., etc. Et donc, progressivement, en automne, le mouvement de l'énergie va décliner et amener en fait l'intégration de l'expérience. Les récoltes de toute une expérience d'une année vont pouvoir être récoltées et intégrées au niveau de notre conscience et au niveau de notre conscience cellulaire. Donc ça, c'est une phase intéressante parce que c'est aussi là où nous pouvons faire un bilan objectif des récoltes que nous avons reçues, que nous avons moissonnées, puisque nous allons pouvoir, à partir de ces récoltes, définir ce qui fonctionne encore pour nous ou ce qui ne fonctionne pas, puisque comme vous le savez, ou en tout cas on va en parler aujourd'hui, nous sommes créateurs de tout ce que nous vivons. Donc dans les récoltes, il y a des choses qui nous conviendront peut-être moins, et l'idée ici, c'est de regarder qu'est-ce que ça veut dire sur moi et qu'est-ce que j'ai mis en mouvement pour récolter ça dans ma vie. Voilà, donc ça c'est un élément, une période je dirais importante, l'équinoxe d'automne, et c'est aussi là où vous gardez les récoltes qui vous conviennent, et donc vous allez réensemencer votre terreau, votre terre intérieure de nouvelles intentions et de nouveaux choix. Et puis nous arrivons à cet axe du solstice d'hiver qui en fait correspond à l'apogée du yin, c'est-à-dire une phase d'intériorisation. C'est le moment de l'année où les nuits sont plus longues que les jours. La nature entre en repos, et donc là, clairement, la sève a reflué, les feuilles sont tombées.
Les arbres sont dépouillés et donc toutes ces informations qui retournent à la terre vont former l'humus. L'humus pour pouvoir, je dirais, générer une nouvelle végétation et ça, ce sera pour le printemps. Donc restons au niveau du solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe en hiver et qu'est-ce qui est en train de se configurer dans l'environnement, mais aussi pour nous, dans notre corps et dans notre vie actuellement. En fait, il se trouve que cette énergie de l'hiver va nourrir l'élément eau. L'élément eau dans la nature et l'élément eau dans notre corps. L'eau du corps se transforme en émotion également. Donc, c'est la fin d'un cycle de vie. Certains aspects de nous sont en train de mourir. On a passé par le cycle de la Toussaint il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est les différentes étapes, aspects de soi auxquels nous mourrons. Alors que l'énergie en plein hiver est en train de nourrir, de remonter au niveau des reins, la vessie et nos organes sexuels. Nous sommes en pleine mutation énergétique. Et donc, ce solstice d'hiver nourrit en énergie la procréation, les organes reproducteurs et donc le renouvellement de la vie. Sur un plan corporel, c'est à cette période de l'année où on va pouvoir aller dans notre nuit intérieure, dans notre intimité, également prolonger peut-être les moments, les périodes de sommeil, parce que c'est la nuit que nous formons des nouvelles cellules pour pouvoir permettre le renouvellement de la vie dans le corps. Mais aussi, c'est là qu'on va permettre à l'énergie de former l'humus qui permettra le renouvellement de la végétation et de la nature pour le printemps. Donc, j'en viens là parce que c'est exactement la raison pour laquelle je vous convie ce soir. C'est pour honorer ce solstice d'hiver en nous, dans notre corps, dans nos vies, puisque c'est au cœur de la nuit la plus longue de l'année que nous sommes conviés à la fécondation. Alors moi, j'aime bien dire la fécondation du sublime en nous, en tout cas d'une énergie nouvelle qui arrive au cœur des cellules. Et tout se passe dans notre intimité, dans notre intériorité. C'est la fécondation de nos choix, de notre intentionnalité et aussi des choix qui sont non conscients. Et ça, c'est très important aussi à prendre en considération. Donc, ma question pour vous, et c'est à partir de là que nous allons avancer ce soir, c'est quelle est votre relation avec le choix? Puisque ici, c'est la fécondation de nos choix, de notre intentionnalité, de nos choix conscients comme des choix non conscients. Alors, dites-moi, j'aimerais bien qu'on prenne le temps ce soir ensemble d'observer la façon dont nous choisissons ou peut-être le manque de choix dans notre vie. Et donc, pour que cet événement soit une vraie contribution pour vous, je vous invite à participer, à écrire vos réponses. Vous pouvez l'écrire dans vos notes, sur un papier. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat si vous le souhaitez. L'idée, c'est plus vous êtes investi pour vous-même, plus cet événement va être une contribution pour vous. Donc, la question, je vais être amenée à poser pas mal de questions pendant toute cette session ensemble. Pourquoi? Parce que la question est un ascenseur cosmique, c'est-à-dire que la question contourne le mental qui croit tout savoir et ce qui va nous permettre avec la question de faire remonter des informations que nous n'avions pas disponibles au niveau du mental, justement, des informations qui sont dans le corps. Et donc, vous verrez, je vais vous poser plusieurs questions destinées à réveiller l'énergie engloutie par le mental. Et donc, je m'adresse pour beaucoup de questions à votre corps, à notre corps, et en tout cas dans un langage énergétique qui va venir réveiller plein d'informations et d'énergie pour vous amener à accueillir cette nouvelle énergie qui est disponible pour vous, pour ce solstice d'hiver. Donc, voilà, quand vous prenez vos prises de notes, quand vous répondez aux questions que je vais poser, eh bien, je vous invite à noter ce qui vient spontanément, sans réfléchir, même si ça apparemment n'a pas de sens. Le corps a ses raisons, le cœur aussi. Et en tout cas, laissez venir les informations qui sont disponibles. Voilà. Donc, ma question, c'est quelle est votre relation avec le choix? Donc, est-ce que vous êtes ces personnes qui choisissez par manque ou par besoin ou par peur? Prenez le temps de recevoir la question et les informations ici. Est-ce que vous êtes ces personnes qui choisissez par manque, par besoin ou par peur?
C'est fondamental d'observer cela en soi. Pourquoi? Parce que si votre intention est basée sur un manque, qu'est-ce que vous allez créer d'après vous? Je vais voir la discussion en même temps pour voir si vous notez des choses. Donc oui, je vois Clémence. Oui, il y aura un replay et cette vidéo ne sera pas disponible dans votre espace de formation, mais par contre, comme vous êtes inscrit à la présentation ce soir, vous la recevrez. Voilà. Alors, Elsa, tu me dis, moi j'ai l'impression que je choisis par envie, mais peut-être que je me trompe. Souvent, je choisis vite, même parfois trop vite. Ok, voilà, après, ça dépend. Justement, ce qui est intéressant ce soir ensemble, c'est d'observer d'où vient cette énergie du choix. D'accord? Émilie nous dit non. Céline, je pense que je choisis par besoin. Ok. Si c'est par manque, cela induit que l'on va chercher à combler. Oui, effectivement, tout à fait. Donc, en fait, il se trouve que si on choisit, si l'intention de notre choix est basée sur un manque, par exemple le manque d'argent, le manque de sécurité, le manque de confiance, tous ces choix que je fais par manque d'argent, par manque de confiance, par manque de joie, eh bien, nous allons créer la même chose, en fait. C'est-à-dire que l'intention est créatrice, vos pensées sont créatrices. Donc, si vous choisissez par manque, vous allez créer du manque. Si vous choisissez par besoin, vous allez créer du besoin. Alors, vous allez me dire, c'est absurde puisque je choisis justement de combler ces manques. Oui, mais en choisissant cela, ça veut dire que vous prenez pour vérité la notion de manque dans votre vie. Donc, ça, c'est vraiment fondamental à intégrer comme information. Donc, regardez, prenez le temps. Et ce soir, vraiment, c'est un espace sans jugement que j'aimerais qu'on ouvre ensemble. C'est-à-dire, prenez le temps d'observer, de laisser remonter, parce que si vous êtes dans le jugement, il n'y a rien qui va revenir à la pensée. Donc, laissez cet espace complètement disponible. L'objectif n'est pas de se juger. L'objectif est de devenir plus conscient de notre façon de fonctionner et surtout notre relation au choix, puisque notre choix est créateur de notre futur. Donc, si nous voulons changer ce que nous vivons, il est essentiel de savoir à partir de quoi je choisis. Donc, prenez le temps, laissez remonter l'information. Est-ce que vous êtes ces personnes qui choisissez par manque, par besoin ou par peur? Et surtout, regardez, observez, qu'est-ce que j'ai choisi par manque? Qu'est-ce que j'ai choisi par peur? Voilà, autre possibilité. Est-ce que vous êtes ces personnes qui choisissez par défi? Alors, ça veut dire quoi choisir par défi? Et laissez remonter l'information. À quel moment de ma vie est-ce que j'ai choisi par défi? Eh bien, pour prouver quelque chose, pour convaincre peut-être quelqu'un ou me convaincre moi-même, parce que souvent la première personne qu'on cherche à convaincre, c'est soi-même, pour avoir raison. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à avoir raison? Eh bien, pour garder le contrôle et s'assurer que rien ne change. Donc, ça veut dire que quand on cherche à avoir raison, on veut surtout que rien ne change. Donc, comment est-ce que vous voulez que ça change dans votre vie? D'accord? Donc, c'est important d'observer ça. Plus on choisit pour prouver, pour convaincre, pour avoir raison, pour garder le contrôle, et plus nous recréons la même chose. Nous passons la plupart de notre temps à avoir raison ou à chercher à avoir raison et nous concentrons notre attention sur la raison ou éviter le tort. Et de cette façon, nous figeons toutes nos énergies. Et cela crée des résistances psychiques au nouveau dans notre vie, au changement dans notre vie, et aussi des résistances physiques, des raideurs par exemple. Par exemple, l'hiver, on sait qu'avec le froid, eh bien, il y a de plus en plus de raideurs. Pourquoi? Parce que plus on rentre dans cet hiver intérieur, dans cette nuit intérieure, dans notre intimité, plus nous avons accès à ce qui est caché en nous et bien souvent à nos peurs. Et donc, il y a des résistances. On a peur effectivement du changement. Alors, qui est-ce qui a peur réellement? En fait, c'est notre mental qui a peur. Parce que notre mental, il est configuré pour nous protéger du danger. Donc, dès qu'il y a de l'inconnu, dès qu'il y a des parties d'ombre, des parties qu'on ne contrôle pas, eh bien, c'est le mental qui ramène les peurs. Donc, c'est aussi intéressant d'observer cela de façon
plus vous allez être observateur, plus vous allez prendre du recul sur la situation, plus vous allez accepter d'être traversé par les peurs sans leur donner toute la place dans votre vie, sans leur donner tout votre pouvoir. Donc les voir, les traverser et les laisser passer sans rien infliger, sans plus résister. Plus on résiste, plus on renforce le processus et plus ça devient lourd, pesant, difficile. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à propos de nous quand on est dans la résistance, quand on veut garder le contrôle? De quel changement est-ce qu'on aurait peur? Quel changement on éviterait? Prenez le temps d'accueillir cette information. Ok, je vois que ça parle à certaines d'entre vous. Oui, le défi pour prouver, tout à fait. L'échec, oui, Barbara, je vais en parler justement, merci. Effectivement, je vois qu'on est bien connectés. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs traversé cette année, la peur d'échouer. Donc, on va l'aborder. Alors, autre relation que l'on peut avoir avec le choix, c'est de faire des choix ou en tout cas éviter de faire des choix pour éviter justement d'échouer. Donc, j'ai pu observer qu'à chaque fois que nous nous donnons des objectifs, moi j'étais quelqu'un en fait qui ne me donnait pas d'objectifs, qui ne me donnait pas de challenge. Je me disais que je n'étais pas du tout compétitrice, je n'aimais pas la compétition et que je ne voulais surtout pas de challenge et me mettre la pression. Et en fait, j'ai observé en moi que si je ne me donnais pas de challenge et d'objectifs, c'est parce que j'avais en réalité peur d'échouer. C'est intéressant parce que à partir du moment où j'ai décidé de me donner un objectif, et c'est pas que j'ai décidé de me le donner, en fait, c'est que je me suis trouvée dans un moment de ma vie où ma place était évidente et que je ne pouvais, c'était tellement évident que je ne pouvais pas faire autrement que de choisir d'être là et d'assumer cette place. Et donc, j'ai choisi d'incarner cette place pour pouvoir la vivre pleinement. J'avais des actions à mettre en œuvre, donc je me suis donné des objectifs. Et au moment même où je me suis donné ces objectifs, je me suis rendu compte à quel point mon mental me rappelait que je pourrais échouer. Et bam, dès l'instant où le mental arrive, dès l'instant où vous mettez un objectif, que vous avez des projets, que vous voulez des résultats, eh bien, le mental va vous protéger de l'inconnu et va vous rappeler que, attention, si vous allez vers l'inconnu, vous risquez d'échouer. Donc, c'est la peur de ne pas atteindre l'objectif qui fait que nous évitons de choisir et que nous ne nous mettons pas d'objectif. Alors, la question, ce serait, qu'est-ce que vous évitez en ne choisissant pas? Qu'est-ce que vous évitez en ne choisissant pas? Pour ma part, je me suis longtemps vue, je suis quelqu'un qui est très actif, très investi, très passionné, je m'engage et en même temps, je fais plein de choses et je me suis vue dans le faire, en fait, comme si je m'occupais pour ne pas aller à l'essentiel et pour ne pas focaliser mon attention vers un objectif. Et donc, pour me perdre, pour me fuir et pour éviter de réussir. Parce que qu'est-ce que ça créerait dans ma vie si je réussissais? Qu'est-ce que ça créerait dans ma vie si je gagnais 210 000 € chaque mois? Qu'est-ce que ça créerait dans ma vie si j'étais heureuse dans tous les domaines de ma vie? À quelle place on m'accueillerait à la table de Noël, par exemple? Vous voyez tout ce que ça pourrait changer dans notre vie. Donc, c'est intéressant d'observer ça. Qu'est-ce que vous évitez en ne choisissant pas? Qu'est-ce que vous avez décidé qui était impossible et que vous évitez de choisir? Ou qu'est-ce que vous avez cru de par votre histoire, votre enfance, votre expérience qui était impossible et que vous évitez de choisir? Alors, laissez remonter l'information. L'information, elle peut être au niveau de la clarté d'esprit, mais elle peut être aussi dans le corps. Ça peut être des tensions, ça peut être différentes sensations
différentes intensités que vous pouvez percevoir dans le corps. Moi, par exemple, au moment où je vous parle, je sens très bien ma voix qui oscille, qui cherche sa fréquence, qui cherche sa place, parce que ça fait remonter plein de choses, peut-être qui n'ont pas pu être dites, ou peut-être que je n'ai pas dit ce que je choisissais, par peur peut-être qu'on me dévie de mon choix. Souvent, je pense que chez moi, il y a cette chose-là, la peur qu'on m'empêche de réaliser ce que je veux, donc je ne disais pas ce que je choisissais, je faisais dans mon coin. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous avez cru ou qu'est-ce que vous avez décidé qui était impossible et que vous évitez de choisir. Et admettons, vous prenez un objectif, peut-être même vous en avez pris cette année, et vous avez donc un objectif précis. Qu'est-ce que cela signifierait à propos de vous si vous n'atteignez pas cet objectif? Parce qu'en fait, c'est ça qui remonte. Qu'est-ce que cela signifierait à propos de vous si vous n'atteignez pas votre objectif? Par exemple, si je n'atteins pas ces 10 000 €, qu'est-ce que cela viendrait dire à propos de moi? Que je n'ai pas de succès, que je ne suis pas dans la réussite, que de toute façon, je ne gagnerai jamais ma vie, que je n'y arriverai jamais. Et oui, je le savais, je ne suis pas assez, ou je ne suis pas assez confiante en moi, ou je n'attire pas assez de clients, blablabla, blablabla, blablabla. Laissez remonter tout ce blablabla ici. Laissez remonter la conscience de cela, puisque plus vous allez le voir, plus vous allez pouvoir choisir autrement. Donc, si je n'atteins pas mon objectif, si je n'ai pas X likes sur ma page Facebook, si je n'ai pas X clients, c'est toutes ces marques de reconnaissance, ces marques d'amour, d'attention, de bienveillance. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne m'aime pas ou que je suis nulle? Observez ça. Qu'est-ce que ça signifierait à propos de vous si vous n'atteignez pas cet objectif? Et peut-être êtes-vous de ces personnes qui choisissez par défaut. C'est-à-dire c'est la vie qui décide pour vous. Le non-choix. Le non-choix est un choix. Et avec le non-choix, vous laissez les autres décider pour vous. Vous nourrissez les projets des autres, de votre énergie, avec votre énergie, avec votre attention, avec votre temps. Vous consacrez votre temps, votre énergie, votre attention à réaliser les projets des autres. Alors, ça peut vous convenir si vous partagez la vision de l'autre, mais si vous ne partagez pas sa vision, si vous ne partagez pas sa façon de fonctionner, de penser, d'être, vous imaginez ce que vous êtes en train de vous imposer. Je dirais, ce qui me vient en fait, c'est un abus ici. À quel point on s'abuse soi-même en ne choisissant pas pour nous. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que je pense sincèrement, on a été tellement habitué à fonctionner d'une certaine façon, à croire certaines choses que il y a vraiment une mauvaise relation avec le choix et avec les objectifs dans notre société. Donc, c'est vraiment intéressant ici d'observer cela pour pouvoir récupérer la conscience de cela, et récupérer la conscience, c'est récupérer le pouvoir de choisir. Alors, j'avais envie de vous partager cela, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand nous faisons des choix, nous cherchons à faire le bon choix. Et nous passons notre temps à éviter de faire le mauvais choix. Et la spontanéité et l'ouverture dans tout ça, c'est quoi? En fait, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le choix ne crée pas d'émotion. Le choix est neutre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le choix ne crée pas d'émotion. Ce qui crée nos émotions, ce sont nos points de vue. C'est l'interprétation de nos choix. C'est les jugements. C'est-à-dire, si je ne réalise pas mon objectif, voilà, de quoi je vais me juger? Moi, je sais que cette année, en prenant pour la première fois de ma vie un engagement et un objectif, eh bien, je me suis engagée à ne pas me juger quoi qu'il arrive.
Donc, en fait, ce sont nos jugements sur nos choix, les conclusions que nous tirons sur nous-mêmes lorsque nous n'atteignons pas l'objectif qui crée l'émotion, mais pas le choix. C'est pourquoi il n'y a ni bon ni mauvais choix. Si vous croyez qu'il y a un bon ou un mauvais choix, vous allez chercher tout le temps à faire le bon choix. Et donc, vous allez toujours chercher à faire des choix à partir de ce que vous connaissez ou des choix qui vont vous rassurer, des choix sur lesquels vous savez que vous aurez tel résultat. Mais en quoi vous allez changer quelque chose dans votre vie si vous obtenez toujours, si vous faites toujours les mêmes choix, si vous obtenez toujours les mêmes résultats. D'accord? C'est du déjà vu. Et vous vous assurez de ne pas avoir tort pour contrôler la réalité. OK? Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat parce que je vois que ça écrit, c'est génial. Merci, super de votre participation. Alors, ok, pas assez de valeur, que je ne mérite pas assez ou trop. Évidemment, voilà tout ce que ça veut dire sur nous. Au final, pas capable, effectivement, peur de décevoir si je ne réussis pas parfaitement, effectivement. Là où on s'oublie pour l'autre, et oui. Ce serait ne pas se respecter, effectivement, Francine. Ok. Alors, nos choix peuvent tout changer, puisque nos choix sont créateurs et puisque nos choix peuvent tout changer, puisque nous pouvons tous avoir la vie rêvée, conforme à nos choix, à nos désirs profonds. Ça, tout le monde le sait, un enfant le sait, puisque nous pouvons tous être comblés. Pourquoi ça ne fonctionne pas tout le temps et pour tout le monde? En fait, nous voyons la réalité avec des filtres mentaux. Nous voyons la réalité à travers nos croyances, à travers nos jugements, à travers notre éducation, à travers tous les implants éducatifs, à travers les implants de notre société, à travers des conclusions, à travers des blessures. Si on m'a dit que j'étais nulle petit, eh bien, je vais croire que je suis nulle pour tout. À travers mes manques, à travers mes peurs, à travers mes besoins, à travers tout ce que la société a décidé déjà pour nous et que nous choisissons finalement sans choisir, c'est-à-dire par défaut, de nouveau. Donc, en cela, nous ramenons au paradigme d'échouer. Échouer n'est rien d'autre que l'attachement au résultat. Et c'est important d'observer ça puisque l'attachement traduit un choix par le manque. Quand on s'attache, c'est qu'on croit qu'on est manquant, on est dans le besoin de quelque chose. Sinon, si on n'est pas dans le manque, si on n'est pas dans le besoin, on ne s'attache pas. Donc, le point de vue ici est que sans ce résultat, sans cet objectif, je ne pourrais pas être heureuse. À chaque fois que je m'attache, je souffre. À chaque fois que je choisis par le manque, je crée du manque, je crée de l'attachement, je crée de la souffrance. Donc, est-ce que vous voulez bien laisser remonter énergétiquement, corporellement, partout où vous vous êtes attaché au résultat, partout où vous vous êtes donné la preuve que vous alliez échouer et où vous vous êtes formaté mentalement, conditionné pour ne plus échouer. Et laisser remonter toutes ces informations et aussi retourner à qui elles appartiennent, toutes ces informations. Parce que, comme vous le savez, notre nature est abondance. Et donc, dès l'instant où nous croyons cela, c'est que ça ne nous appartient pas. Donc, à qui est-ce que cela appartient? Est-ce que vous voulez bien retourner à la pensée créatrice de cela? Donc, vous comprenez bien que tout cela est en lien avec les croyances. Je regarde si j'ai pas... Voilà. Ok, je suis bien sur le bon slide. Les croyances, c'est-à-dire lorsque vous choisissez quelque chose pour vous sentir plus, eh bien, vous achetez la croyance que vous n'êtes pas assez, que vous êtes moins qu'eux. Et ça, c'est intéressant de l'observer parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on développe beaucoup la croissance personnelle, le développement personnel, la remise en question, le travail sur soi. On parle souvent du travail sur soi.
C'est une grande richesse, mais les failles de cela, c'est que la plupart du temps, ça se fait sur la base que nous ne sommes pas assez, que nous pouvons devenir mieux, meilleur, plus. Dès l'instant où on part de cette base-là, eh bien, on va créer le pas assez, on va créer le manque, on va créer le besoin de nouveau. Donc, le problème est de croire que tout ce qui nous arrive vient de l'extérieur, en réalité. Le problème est de croire que tout ce qui nous arrive vient de l'extérieur. Et donc, je reprends mon fil conducteur. Lorsque vous choisissez quelque chose pour vous sentir plus, vous achetez la croyance que vous n'êtes pas assez. Donc, ça veut dire que la croyance ici, c'est que le plus viendrait de l'extérieur. Donc, le problème est de croire que tout ce qui vous arrive vient de l'extérieur et que l'hypothétique bonheur viendrait-il de l'extérieur aussi. C'est intéressant d'observer que tout à l'heure, on parlait de faire 10 000 euros par mois. Tout le monde sait que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais bien sûr, objectivement, l'argent peut changer beaucoup de choses puisque quelqu'un qui n'a pas de quoi se nourrir ne pourra même pas penser à son développement personnel ou à sa spiritualité. Elle va déjà chercher à combler ses besoins. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que ça suffira pour être heureux? Et c'est ça qui est important. Ici, ce n'est pas une question de porter, de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Ici, c'est intéressant d'observer. Moi, j'ai travaillé dans des séances de coaching avec des entrepreneurs qui gagnent 80 000 euros par mois. Et pour autant, ils ne sont pas plus en sécurité financière ou en sécurité intérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire 80 000 euros par mois est basé sur la peur de manquer. Et donc, cette peur de manquer, elle est poignante, elle est au ventre, elle est dans leur tripes. Et ce n'est pas parce qu'ils vont gagner 80 000 euros qu'ils ne vont pas être dans cette peur de manquer. Donc, c'est intéressant de regarder que le problème est de croire que ma sécurité vient de l'extérieur. Le problème est de croire que le bonheur vient de l'extérieur. Et donc, le bonheur, en réalité, ne s'achète pas. Le bonheur n'a pas de prix. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Le bonheur ne dépend pas d'être, par exemple, une danseuse. Le bonheur ne dépend pas d'être une mère. Le bonheur ne dépend pas de gagner 10 000 euros. Le bonheur ne dépend pas de son apparence. Le bonheur est déjà là. Et le bonheur, c'est quoi? C'est notre nature joyeuse. C'est l'enfant en nous qui rêve de sa vie. C'est ça le bonheur. Est-ce que l'enfant se limite? Non. Il rêve sans limite. Il ne se dit pas non, je ne peux pas rêver ça parce que j'ai pas d'argent ou j'ai pas confiance en moi ou je n'ai pas le temps. Ça, ce sont les 3 excuses qu'on utilise la plupart du temps dans notre vie pour pas choisir plus grand. Donc, l'enfant se vit sans limite. La joie est sans limite. Ma nature est sans limite. Je suis un être énergétique. Mon espace est beaucoup plus vaste que je ne peux l'imaginer ou que je n'ai pu l'expérimenter en conscience. Donc, qu'est-ce que ce serait que le bonheur? Le bonheur est se rappeler de qui je suis vraiment. Donc, le premier pas vers le bonheur est de reconnaître que vous êtes un être avec des possibilités infinies. C'est de reconnaître que vous n'êtes pas le moins, que vous n'êtes pas le pas assez, vous n'êtes pas le manque de temps, vous n'êtes pas le manque d'argent, vous n'êtes pas le manque de confiance. Parce que tant que vous croyez cela, vous donnez du pouvoir au temps, vous donnez du pouvoir au manque de confiance, vous donnez du pouvoir au manque d'argent et à l'argent pour vous rendre heureux. Donc, le bonheur est de se rappeler de qui je suis vraiment et je ne suis pas limitée. Je suis un être illimité. Dites-vous intérieurement, je suis limitée et sentez ce qui se passe dans le corps. Et dites-vous intérieurement, je suis un être illimité. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là? Vous voyez, tout ça, c'est un langage énergétique et votre corps ouvre ou ferme un espace de vie, un espace d'expérimentation. Et qu'est-ce qui se passe souvent
dans notre société, eh bien, nous nous faisons limiter. Parce que la société est conçue comme ça. Nous nous faisons limiter par « je dois », par « je ne dois pas gagner trop d'argent car ce n'est pas spirituel » ou par « voilà, je ne dois pas ». Donc ça, c'est un autre paradigme qui nous bloque. Et c'est le paradigme de la religion, par exemple. Donc nous nous limitons par « je ne dois pas vendre » ou « je ne dois pas briller » ou « je ne dois pas me montrer trop » ou « je ne dois pas faire trop de bruit » ou « je ne dois pas… » Le paradigme de la religion, en fait. D'accord? Une autre façon de se limiter est « je ne sais pas ». Alors, je ne sais pas, c'est le paradigme de la science. Mais je ne sais pas encore trop, je ne suis pas encore experte, je ne suis pas diplômée, je ne suis pas encore légitime, je n'en sais pas assez. Il y a des personnes plus prêtes que moi-même et nous nous laissons limiter par tout cela, par ces paradigmes qui nous limitent. Il y a aussi le « je ne peux pas ». On se laisse limiter par « je ne peux pas ». Je ne pourrai jamais. D'abord, j'ai jamais été capable. Vous l'avez nommé tout à l'heure dans le chat. Et il y a aussi le « je n'ai pas ». Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent pour investir dans le coaching de Karine, donc je ne le fais pas. Je n'ai pas l'argent pour vivre de mon rêve, donc je ne rêve plus. Je n'ai pas l'argent pour vivre, pour faire plaisir à ceux que j'aime, donc je me coupe des relations et des autres. Je me fais croire que je suis bloquée avec toutes ces limites parce que je crois que le bonheur vient de l'extérieur, que la réponse vient de l'extérieur. Je ne peux pas vivre ce que je veux. Alors que si j'ouvre toujours la porte des possibles, si je dis oui, je vais trouver les ressources, je choisis ça et je vais trouver les ressources. Oui, je peux générer de l'argent. Oui, je peux faire ça. Parce qu'il y a toujours plein de solutions, plein de possibilités auxquelles on n'a pas pensé, mais dès l'instant où on s'engage, où on choisit, les idées arrivent, les opportunités arrivent, les personnes qui sont bien placées pour nous aider vont arriver, on va les connecter, on va les rencontrer de façon inattendue. Mais comme on le dit, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors tout ce que vous choisissez, à partir d'une réalité qui est du manque, des besoins, des blessures, des paradigmes, tout cela nous coince dans notre passé. Tous ces choix nous coincent dans notre passé, dans la non-vie, dans la non-joie. Je regarde un petit peu, je vois que ça écrit. Alors oui, paraître parfaite, remplacer je dois par le je choisis. Exactement, génial. La peur du jugement, du regard des autres. Et oui, vous connaissez sûrement le syndrome en Australie, le syndrome du coquelicot. J'en parle souvent dans mes ateliers parce qu'en fait, le syndrome du coquelicot, c'est dès qu'il y a un coquelicot qui dépasse les autres coquelicots, eh bien, on lui coupe la tête. Et ça, c'est dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire, si je cherche à être plus grande, ou en tout cas, même pas je cherche à être plus grande, c'est si je vis mes aspirations de vie, si je rêve grand et que je réalise mes rêves, je vais dépasser la plupart des gens qui restent dans une forme de petitesse, de médiocrité pour ne pas dépasser les autres et ne pas être jugés. Paul Éluard, mon adage dans la vie. Donc, toute une piste, effectivement, de réflexion. Oui, tout à fait. Ah, vous devez entendre Ruby qui est en train de ronfler à côté de moi. Ruby, c'est ma petite chienne. Elle est toujours là dans mes webinaires. Et on l'entend, elle se fait repérer, elle se fait remarquer. Elle s'en fiche, elle, de faire trop de bruit. C'est OK, elle est totalement présente. Est-ce que quand vous passez à côté d'un arbre, est-ce que l'arbre se pousserait pour vous faire de la place parce qu'il a peur d'être trop grand, de prendre trop d'espace, de briller trop? Non, jamais un arbre ne ferait ça. Pourquoi est-ce que nous, les humains, nous le faisons? Pourquoi est-ce qu'on se limite, on se ralentit, on se brime? Alors, le second pas vers le bonheur, eh bien, c'est de reconnaître que vous êtes créateur. Nous sommes créateurs de notre réalité. Tout ce que nous vivons, nous l'avons choisi consciemment ou inconsciemment. La seule chose qui nous appartienne,
dans cette réalité, c'est le choix. Donc, c'est notre pouvoir. Choisir, c'est notre pouvoir. Comme le mât sur son chemin avec le pouvoir, son bâton rouge, son bâton de pouvoir, qui suit son énergie, son désir, sa joie. Je vais vous le remettre, ce mat, parce qu'il m'a inspiré cet après-midi quand j'ai préparé ça. Vous voyez ce mat avec son bâton rouge qui n'a pas de nom, donc qui n'a pas une place précise. Donc, comment est-ce qu'il fait, lui, pour se diriger? Eh bien, en fait, il met son bâton à terre, il se connecte à la terre, à l'énergie de la terre, et donc il se connecte, le bâton est rouge, c'est l'énergie du désir, à son désir de vie, et c'est son désir de vie qui le guide, et son chien bleu céleste qui est derrière et qui le pousse. Et vous savez qu'il y a une constellation qui s'appelle la constellation du chien. Donc en fait, on voit ce promeneur, ce randonneur, ce pèlerin marcher sur son chemin à l'écoute de son désir de vie, des flux d'énergie. On voit les flux au niveau de ses pieds. Ses pieds sont rouges, donc il est bien relié à son désir de vie, à la vie, au sang, à la richesse en lui, et il avance en cherchant sa bonne étoile. Et sa bonne étoile, c'est l'étoile du chien. Donc vous irez voir ce que c'est que l'étoile du chien. Donc, le second pas vers le bonheur, c'est de reconnaître que vous êtes créateur. Donc, la seule chose qui nous appartienne, c'est le choix. Et donc, pour choisir de se connecter à son désir de vie, de se connecter à sa joie. Si je choisis par joie, ça va créer toute autre chose dans ma vie. Gary Douglas, qui m'inspire beaucoup, qui est le fondateur d'Access Consciousness, dit « Le choix est le début de toute création. À chaque fois que vous choisissez, quelque chose se présente dans votre vie par votre choix. » C'est-à-dire que le choix crée. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a seulement le choix. Et le choix crée la conscience. Le troisième pas vers le bonheur est de reconnaître que nous ne sommes pas l'unique artisan de notre création. Ça, c'était un gros challenge pour moi parce que ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, ça fait 30 ans que j'entreprenais toute seule parce que j'avais peur que si je m'entourais d'autres personnes, que ce ne soit pas aussi parfait que j'avais envie que ce soit parfait. Ceux qui me connaissent bien savent que je cultive la non-perfection maintenant. En tout cas, je lâche la perfection. Je garde les atouts du perfectionnisme, mais je ne veux plus me mettre la pression avec ça. Et donc, ça a été un gros challenge pour moi de me rendre compte que je ne suis pas seule et que, surtout quand je choisis à partir de ma joie, l'univers conspire. C'est-à-dire que la seule chose qui m'appartienne dans ce monde, dans cette création, c'est le choix. Et le comment appartient à l'univers. Et le jour où j'ai réalisé ça, ça s'est tellement détendu au niveau de mes épaules parce que je me suis sentie soutenue par mon être universel qui, lui, sait de quelle façon se manifester dès l'instant où je choisis quelque chose en particulier. Donc, l'univers conspire. L'univers, c'est le comment. Donc, on n'a pas à se poser la question, mais comment je vais réaliser ça avant de choisir? Puisque déjà, si vous vous posez le comment, c'est trop tard. Vous n'êtes plus dans un choix spontané, basé sur la joie. Vous êtes dans un choix réfléchi, calculateur, pour vous assurer d'être en sécurité. Ça veut dire que vous nourrissez le manque de quelque chose. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de contrôler. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment d'intégrer et de reconnaître le fait que nous ne sommes pas l'unique artisan de notre création. Nous choisissons et le comment appartient à l'univers. L'univers, c'est notre être universel qui se manifeste de 1000 façons, de 1000 facettes. Et nous ne pouvons pas le prédéterminer. Donc, lorsque je demande à l'univers de me montrer l'abondance dans ma vie, eh bien, je choisis l'abondance, point. Et l'univers va se charger de faire que les rencontres se fassent, les connexions, les opportunités. J'ai plein d'expériences dans ma vie à vous raconter. Et je ne vais pas vous raconter tout ça parce que j'ai vraiment envie ce soir de vous offrir un espace particulier. Mais voilà, mais je pourrais vous donner tellement d'exemples là-dessus. Donc la réponse, le comment, appartient à l'univers. Quand vous posez des questions, ne cherchez pas la réponse. Ça va devenir naturel, évident. À un moment donné, vous allez dire « Ah, mais oui,
Ça, c'est pour moi. Ça résonne avec mon choix. Ça correspond à mon choix. Donc, c'est ma réponse. D'accord? Et ça vient sous toutes ces formes, et même des formes que vous n'imaginez pas. Donc, est-ce que vous pourriez laisser la magie opérer? Est-ce que vous pourriez laisser l'univers vous guider, vous soutenir, vous porter, vous amener de l'aisance, de la facilité et lâcher les efforts? Qu'est-ce qu'on gagne à faire tout par force, par devoir, avec l'effort, parce qu'il faut? Et pour accueillir la réponse, le comment, et peut-être des situations, des moyens auxquels vous n'aviez jamais imaginé, eh bien, il faut être disposé à traverser l'inconfort. L'inconfort de quoi? L'inconfort de l'inconnu. Et ça, vous savez, pour le mental, c'est un challenge. Donc, c'est à nous de parler à notre mental, de le discipliner, de lui demander de vous servir, vous, dans votre choix, et non pas le contraire. Et donc, il faut être disposé à traverser l'inconfort de l'inconnu. Je dois être disposée à traverser l'inconfort de la conscience sans stopper l'énergie par le raisonnement, le contrôle, le doute. Alors, le quatrième pas vers le bonheur, c'est le recevoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès l'instant où vous choisissez, l'univers s'occupe du comment, et cela veut dire que, en tant qu'être infini, tout est là, tout est présent, tout est disponible. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre l'être infini que nous sommes et ce que nous vivons réellement? Eh bien, la différence, vous l'avez compris, est définie par notre choix. Est-ce que vous le choisissez? Si vous ne voulez plus quelque chose dans votre vie, est-ce que vous continuez à le nourrir, à l'alimenter? Si vous ne voulez plus quelque chose dans votre vie, est-ce que vous choisissez de stopper cela? Stop it. Stoppez. Vous le dites haut et fort pour que vos cellules entendent. Stoppez. Ça veut dire que notre choix est créateur et que nous avons le pouvoir de manifester une nouvelle réalité de vie, une nouvelle réalité physique. Et est-ce que vous êtes prêt à le recevoir? C'est ça la question. Et laissez votre corps répondre. Laissez votre corps vous guider, vous montrer si vous pouvez tout recevoir ce soir. Qu'est-ce que ce serait? Corps, si tu pouvais tout recevoir ce soir, qu'est-ce que ce serait? Si tu pouvais réaliser tes vœux, tes rêves, tes attentes avec légèreté, avec aisance, es-tu prête à le choisir? Donc corps, si tu pouvais tout recevoir ce soir, qu'est-ce que ce serait? Êtes-vous prêt à créer de la place pour cela dans votre vie? Parce que recevoir, ça veut dire cela, quand vous recevez quelqu'un de cher chez vous. Vous nettoyez votre maison, vous créez des espaces harmonieux, vous mettez une petite bougie, vous mettez de l'encens peut-être, vous préparez des plats ou alors vous faites préparer des choses qui vont être succulentes, vous mettez vos plus beaux vêtements et vous vous rendez disponible pour recevoir. Est-ce que chaque jour vous mettez les plus beaux vêtements pour recevoir tout ce que vous demandez? Est-ce que chaque jour vous vous mettez au meilleur de vous-même pour recevoir l'argent, la joie, tout ce que vous demandez? Est-ce que vous créez la disponibilité pour recevoir? Est-ce que vous créez le temps pour recevoir? Est-ce que vous créez l'espace pour recevoir? Créer le temps pour recevoir et l'espace pour recevoir, ça veut dire ne rien faire, même pas lire, juste être là, disponible intérieurement, écouter. On est dans une société où on est tout le temps en train de faire. Qu'est-ce que ça changerait si je sortais du faire? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'étape après le solstice d'hiver, donc vous avez le solstice d'hiver, nous allons avoir Noël, donc c'est la nuit de la fécondation. Et puis, qu'est-ce qui se passe après Noël?
Après Noël, nous avons l'épiphanie. Vous avez déjà entendu parler de ça? Qu'est-ce qui se passe à l'épiphanie? À l'épiphanie, on reçoit les cadeaux. On reçoit les rois mages qui amènent les cadeaux. Donc, il s'agit bien ici du recevoir. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire, la nature nous le montre. L'environnement nous le montre. L'environnement, la terre, est là pour nous soutenir. La terre a des aptitudes de renouvellement extraordinaires, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, quand on croit que la terre est en train de dépérir, quelle intention, quelle pensée, quelle croyance est-ce qu'on nourrit là? Quel pouvoir on donne là? Donc, l'étape après le solstice, c'est de recevoir les cadeaux. Et après les cadeaux, si on regarde de nouveau le schéma, donc après le solstice, on reçoit les cadeaux de l'épiphanie. Et une fois que les cadeaux sont reçus, donc ils sont fécondés à Noël, puis ensuite ils sont reçus dans les cellules. Les 12 jours qui suivent Noël, entre Noël et l'épiphanie, sont les 12 jours où vous recevez les cadeaux, les fréquences énergétiques de ce que vous avez demandé. Et donc, ils vous mettent à peu près 6 mois, en passant par le printemps, pour prendre jour dans votre vie en pleine lumière en été. Mais entre-temps, il y a le printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Au printemps, en fait, là, l'énergie de la thé vitale sort de la terre et remonte pour donner les premières pousses, les premières herbes, les premières branches, les premières feuilles dans les branches. Et c'est à ce moment-là qu'on va être amené à désherber notre jardin, notre terreau intérieur. Mais si nous ne savons plus les intentions que nous avons posées à l'opposé en automne, eh bien, nous risquons d'enlever les bonnes herbes, les mauvaises herbes comme les bonnes herbes. D'accord? Donc, c'est important de savoir quels choix, quelles intentions vous avez mis en semences dans votre vie. Donc, de définir votre choix pour qu'il soit fécondé à Noël et que vous puissiez recevoir déjà la fréquence de ces choix au printemps. Et puis, il y a autre chose qui se passe au printemps, c'est-à-dire que comme l'inconnu est en train d'arriver, donc dans la nature, on le voit, les nouvelles feuilles, les nouvelles fleurs, etc. Dans notre corps, c'est la même chose qui est en train de se mettre en œuvre. Nouvelles formes, nouvel espace, nouvelles sensations, nouvelles informations. Et donc, qu'est-ce qu'il fait notre mental? Eh bien, comme d'habitude, il va résister. Et c'est là où on a des maux de tête. C'est là où on va se prendre la tête. C'est là où on va être dans nos filtres mentaux et on va avoir du mal à accueillir le nouveau. Donc, ce sera une période, et d'ailleurs, si vous le souhaitez, on se retrouvera un petit peu avant Pâques, au moment de la quarantaine, donc du carême. Pourquoi on a ce carême? Parce que justement, il est temps d'aller voir un peu dans notre jardin les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Et puis d'aller faire le tri de ce qui nous appartient dans notre mental et d'amener nos choix à leur réalisation. Donc, ça veut dire ici, nous allons faire face à notre saboteur intérieur, c'est-à-dire la partie en nous qui n'a vraiment pas du tout envie d'accueillir l'inconnu. Donc, ça fait partie des étapes initiatiques qui sont à la portée de chacun et que l'environnement, les saisons, la nature nous montrent le chemin. Donc, pour résumer, les 4 clés pour intégrer le sublime, le succès, la magie dans votre vie, le bonheur, on a dit les différents pas vers le bonheur, sont reconnaître que vous êtes un être avec des possibilités infinies. 2, choisir. 3, se connecter à la partie en nous qui sait le chemin, où nous ne sommes pas seuls et nous sommes soutenus par l'univers. Et 4, le recevoir, créer un espace pour recevoir. Donc là, je vous montre le battleur parce que c'est lui qui m'a inspiré cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec le battleur? Le battleur, c'est la carte 1, c'est la carte du choix, du commencement. C'est lui qui démarre dans le chemin du tarot. Il a tous les outils sur sa table. Il a l'épée, donc c'est ce poignard avec son étui. Donc un petite épée, on commence avec le poignard, puisqu'en fait, il n'a pas encore utilisé ce poignard. Donc, quand ça deviendra une épée, c'est parce qu'il aura maîtrisé sa pensée. L'épée, c'est le pouvoir de l'intention, le pouvoir de vos pensées. La coupe, vous voyez le petit gobelet, c'est donner et recevoir, ou plutôt recevoir et donner les flux d'énergie, recevoir tous les flux, se connecter à son cœur et recevoir les flux d'énergie du cœur pour suivre notre cœur dans nos choix. C'est aussi le bâton, vous voyez cette petite baguette magique qui tient dans la main. Le bâton, c'est pour agir, mettre en action, parce qu'il va falloir poser des actes pour accomplir vos choix. Et puis le denier,
cette pièce d'or qu'il tient dans la main, c'est pour manifester la valeur, la richesse de l'expérience en or, en matière, en corps, dans votre corps. Pourquoi? Parce que la vibration du corps, c'est l'or. Et dans le tarot est mathématique. Lorsque vous activez le tarot, et c'est pour ça que je travaille le tarot avec le corps, eh bien, vous allez retrouver la même résonance que la vibration de l'or dans le corps. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce tarot? Ici, c'est un extrait de la formation qui est en ligne. Et en fait, vous avez sûrement déjà vu l'homme dans le pentacle de Léonard de Vinci. C'est une petite partie là que je vous ai mis ici, en fait, qui montre que le corps humain s'exprime sur un plan énergétique dans une forme géométrique, un pentacle. Et cette carte du tarot correspond, c'est aussi une forme géométrique, c'est un rectangle. Et vous voyez, dans ce rectangle, vous avez cette suite de nombres. Et donc, chaque nombre va exprimer un espace, un endroit au niveau du corps. Et ça va nous donner beaucoup d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le tarot a été dessiné à partir du nombre d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun symbole qui est symétrique dans le tarot. Le tarot est dessiné à partir du nombre d'or et donc cette unité de mesure du nombre d'or, alors hop, c'est pas la bonne carte, voilà, cette unité de mesure du nombre d'or, c'est ce qui permet, c'est l'unité de mesure de nos membres, c'est-à-dire le nombre d'or, c'est la divine proportion. Et c'est l'unité de mesure qu'on utilise pour construire tous les grands monuments, les pyramides d'Égypte, les lieux initiatiques, le Mont Saint-Michel, les cathédrales. Et moi, j'utilise le tarot avec le corps, c'est-à-dire quand vous utilisez le tarot, c'est comme si vous rentriez dans une cathédrale, dans un monument qui en fait amplifie un lieu, l'énergie d'un lieu, et donc qui va amplifier l'énergie de votre corps énergétique pour justement amener la conscience. Et c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir utiliser le tarot.